Merci d'assister à l'atelier Calibat qui concerne le BIM et l'économie circulaire. Ça fait plusieurs années que Calibat participe à BIM World. Calibat, c'est l'organisme de certification et qualification des entreprises du bâtiment. Nous avons 52 000 entreprises que nous qualifions depuis 1949, année d'existence de Calibat, qui a été créé à ce moment-là pour reconstruire la France et reconnaître les entreprises capables de la reconstruire et d'en avoir les compétences. Donc depuis sa jeunesse 1949, Calibat innove, s'adapte aux besoins de la filière et on a élaboré donc un certain nombre de nouvelles qualifications et de mentions dont on va parler. Et étant à BIM World depuis 4 ans pratiquement, nous avons dû être présents systématiquement sur BIM World pour montrer que la filière bâtiment avait pris en main toute la partie numérique et d'autre part aussi le BIM, ça sert à quelque chose et notamment à l'économie circulaire. Alors donc moi je suis Gérard Senior, je suis président de Calibat. Je vous présente aussi Adrien Morin qui est directeur du patrimoine et directeur de l'exploitation d'une toute petite boîte qui s'appelle Séquence qui va présenter. Et puis Fabio Mastroianni qui est un AMO en matière d'économie circulaire de la société Agir. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir quelle est l'articulation entre le BIM et puis l'économie circulaire. Et je vais laisser la parole justement au maître d'ouvrage d'abord. Ensuite, je passerai la parole à Fabio Mastroianni, qui lui est un AMO qui va accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre en la matière. Et puis après, ils ont bien besoin des entreprises pour réaliser ce qu'eux auront d'une part voulu, d'autre part organisé. Et Calibat, je vous expliquerai ce qu'on a fait. Voilà. Merci Gérard. Donc en effet, Adrien Maury, directeur de l'exploitation de Séquence. Séquence, c'est un des opérateurs majeurs du logement social en Ile-de-France. Donc nous sommes filiales du groupe Action Logement. Que vous ayez quelques chiffres en tête, Séquence, c'est à peu près 100 000 logements. Et on a un rythme de réhabilitation de l'ordre de 4 000 logements réhabilités par an. Et 4 000 logements neufs produits chaque année. Donc à la fois via des VFA, mais également en maîtrise d'ouvrage direct. Jean-Bray ou... D'accord. Donc merci pour cette invitation. C'est intéressant pour nous en tant que maîtrise d'ouvrage de venir présenter les enjeux auxquels on est confronté et en quoi on pense que le BIM est un des leviers, une des réponses face à ces différents enjeux. Alors les enjeux, vous les connaissez, hein. La question de l'adaptation au changement climatique. Action Logement et Séquence travaillent à des travaux d'ampleur pour répondre à l'enjeu de la décarbonation. Et on pense que le BIM peut nous accompagner dans ces différents travaux. On aura l'occasion d'en échanger. On a l'enjeu financier par définition. Nous, en tant que bailleur social, notre vocation, c'est de loger. Loger à des prix qui soient acceptables pour une population qui est spécifique. Et donc, on a des moyens qui sont par nature limités. Notre objectif, c'est que chaque euro soit correctement dépensé. Se pose la question de la valeur ajoutée de l'ensemble de nos dépenses, que ce soit en CAPEX ou en OPEX. Pour ces différents enjeux, nous, à l'échelle de 100 000 logements, on a des initiatives qui sont locales sur tel ou tel projet. On aura l'occasion d'en parler. Où on a initié des démarches d'économie circulaire sur différents ouvrages. Je pense à l'exemple récent de Gennevilliers, donc réceptionné l'année dernière, donc qui a été la première résidence en béton 100% recyclé, qui a été menée au niveau national. On a un projet en cours de déconstruction à Igny, dans le 91. On veille systématiquement à ce que les équipements et les ouvrages fassent l'objet d'une déconstruction pour une réutilisation ultérieure. On a récemment une réhabilitation conduite à Bagneux dans le 92. On a réutilisé les portes palières des logements pour que ça devienne des portes d'accès aux caves. Donc voilà le type d'initiative qu'on peut mener. Notre difficulté, au vu des enjeux, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche unitaire et spécifique
de nos opérations. La décarbonation est un enjeu qui est devant nous. On a des objectifs importants d'atteinte de la neutralité carbone horizon 2040. Et du coup, on doit avoir une approche globale sur l'ensemble de notre parc. Donc, les 100 000 logements existants, ceux qu'on réhabilite et également ceux qu'on construit. Aujourd'hui, dans notre bilan carbone, la construction et la réhabilitation représentent à peu près 50% de nos émissions. Donc il est indispensable, au-delà de l'exploitation de notre parc, qu'on travaille sur les opérations. Pour massifier, il faut qu'on ait une approche industrielle. Nous, on s'est organisé, on a construit déjà depuis plusieurs années une équipe en charge de la stratégie numérique, à la fois la gestion technique, mais également comment on intègre les maquettes BIM dans l'ensemble de nos process. D'où l'enjeu du lien entre le BIM comme source de données pour pouvoir nous orienter notre stratégie de travaux pluriannuelle pour pouvoir améliorer la performance de notre parc. Alors, je vais poser des questions. C'est à quel moment vous voyez que le BIM devient utile pour une démarche d'économie circulaire? Sur la partie opération, on va dire que nous, on a un gros sujet sur le parc existant. Mais dès la conception de nos opérations, l'objectif, c'est que la maquette soit un outil pour travailler à l'amélioration de la conception, que ce soit sur l'enjeu du coût, mais également sur l'enjeu de l'économie circulaire. Nous, si demain, via des outils, on arrive à pouvoir identifier le potentiel et le gisement de matériaux et d'équipements qui peuvent être réutilisés, ça nous permettra d'orienter nos opérations de travaux directement vers les bons canaux en lien avec nos partenaires maîtrise d'œuvre et bureaux d'études, mais également dans nos contrats d'exploitation. Nous, on lance des contrats pluriannuels pour entretenir nos équipements de sécurité incendie, nos équipements de chauffage. Et on a également un vivier de remplacement des équipements et de réutilisation qui nous permettra d'une part de diminuer notre impact carbone, de préserver la ressource dans le contexte que l'on connaît, mais également d'améliorer nos coûts d'exploitation et nos coûts de construction. Tu as parlé de la conception, mais avant la conception, il y a une programmation. C'est-à-dire qu'au niveau de la programmation aussi, vous intégrez cette dimension-là et comment? Tout à fait. Donc, en effet, au vu de notre échelle et de votre volume, c'est indispensable de disposer d'un plan stratégique patrimonial à un horizon 10 ans qui nous permet de cibler correctement nos différents investissements. La question du BIM est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de connaître en temps réel l'état de nos équipements, la question de la performance et des caractéristiques. Et toute cette donnée nous permet de construire une programmation pluriannuelle de gros entretiens, de réhabilitation lourde. Et donc nous, c'est vraiment un outil d'aide à la décision d'une certaine manière. La donnée du BIM nous sert à notre programmation stratégique patrimoniale. Et comment, à partir d'une opération, qu'est-ce qui vous fait passer d'une opération existante à dire on va démolir ou on va reconstruire, ou bien on garde le bâtiment et puis on va travailler, on va le réhabiliter? On va se poser la question effectivement de la pérennité de l'ouvrage. Aujourd'hui, nécessairement, c'est la question du service à nos occupants. Donc sur les équipements, la question de la performance. Est-ce que les installations de chauffage, les installations d'ascenseurs répondent à leurs objectifs, à savoir la satisfaction de nos locataires et le bien-être dans le logement. Ensuite, on va avoir les questions de vétusté, de fin de vie programmée. C'est assez paradoxal de parler de fin de vie ici, parce que l'idée, justement, c'est de se poser la question de la seconde vie pour certains équipements. Et du coup, on prend en compte ces différents paramètres dans notre programmation, en complément d'autres facteurs, tels que l'implantation géographique, les différentes zones de développement au niveau francilien. Et tous ces éléments sont pris en compte pour orienter. Soit on renouvelle l'urbain, on vient densifier parce qu'il y a des réels besoins d'apporter des nouveaux logements sur le secteur.
On peut avoir également une approche au niveau urbain, c'est-à-dire le quartier nécessite une réhabilitation dans son ensemble, notamment les extérieurs, l'amélioration du cadre de vie extérieur pour nos locataires, qui est de plus en plus un enjeu pour des questions de changement climatique, avec des enjeux sur les îlots de chaleur urbains notamment. Les échanges avec nos partenaires, que ce soit les établissements publics territoriaux ou les maires, qui ont un rôle primordial dans la production de logements sociaux en Île-de-France. Donc voilà, on a différents éléments d'information qui nous permettent de construire une stratégie globale et enfin d'arbitrer entre des rénovations localisées sur certains corps d'État, de la réhabilitation plus globale, voire une démolition et une construction neuve. Bon, ce qu'il y avait derrière ma question, c'était de dire d'abord, avant de s'intéresser aux portes de caves, etc., il y a d'abord le bâtiment. Hein, voilà. Je passe la parole à Fabio là, pour dire, ben, voilà, une fois qu'on a un maître d'ouvrage qui a ces objectifs-là, comment vous mettez ça en place chez Agir? Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents et à toi, mon cher Gérard, à Qualibat, de nous offrir cette prise de parole sur un sujet qui, effectivement, moi, je pense qu'on peut en témoigner assez rapidement et Adrien l'a esquissé en matière de maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus complexe que de construire, je peux dire, ou de déconstruire. Et je peux même aussi dire de réhabiliter et de rénover. Les enjeux sont systémiques, ils sont multilatéraux, ils sont dans une transition qui est digitale et numérique. Bref, il y a un certain nombre de critères qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles en matière de maîtrise d'ouvrage à approcher. Et depuis quelques années, maintenant une quinzaine d'années, depuis mon parcours initialement d'économiste, de la construction, puis de maîtrise d'œuvre, de conception, d'exécution, où j'ai d'abord modélisé à l'époque en conception seule, pour en faire un outil d'aide à l'économie de projet, finalement, à la construction neuve initialement, et puis à la maîtrise d'ouvrage pendant 5 ans, et à l'émergence de la réglementation environnementale qui était depuis 2018 sur la table, hein, je le rappelle quand même. Au-delà de la construction neuve, on peut rappeler qu'effectivement l'enjeu il est de se dire qu'un bâtiment existant, soit il est à déconstruire, à démolir pour certains, à déconstruire pour d'autres, on y reviendra, soit il est à réhabiliter, à rénover, il est une mine urbaine. C'est des mots qui sont aujourd'hui sur la table depuis 2018. Désormais, les exercices expérimentaux que j'ai pu mener sur l'économie circulaire, de se dire que l'ensemble des produits, des équipements et des matériaux sont des ressources, finalement, soit même si on déconstruit ou bien qu'on reconstruit. L'exercice de la maîtrise d'ouvrage, il est à l'échelle effectivement du bâtiment, il est aussi à l'échelle, je dirais, de son foncier, de son terrain, mais il est également à l'échelle du quartier pour certains. Prenons ici l'exemple d'un bâtiment. Aujourd'hui, la question elle est extrêmement complexe dès lors qu'on a 100 logements qui sont par exemple à déconstruire, en se posant la question est-ce que l'usage de ce bâtiment va toujours correspondre aux enjeux d'habitabilité d'une certaine manière des occupants, et si le coût de cette rénovation et de réhabilitation va permettre aux usagers de vivre dignement et dans des coûts maîtrisés énergétiques. C'est un sujet important. Et les arbitrages sont difficiles. Adrien, je sais à quel point cette tâche est complexe. Pour parler de l'économie circulaire et de la démarche, je vous l'ai dit juste en préambule, la réglementation environnementale 2020, introduite dans le cadre des permis de construire pour des opérations qui va évoluer jusqu'en 2031, a impliqué les critères de lycée construction. Lycée construction, en gros, c'est la photographie carbone d'un bâtiment neuf. Initialement, le bâtiment, lorsqu'on le prend, il peut être existant sur un foncier, et la démarche est de se dire, ok, on rénove, on réhabilite, ou bien on déconstruit. Alors, se pose la question des matières, des ressources. Et on tombe, depuis quelques années maintenant, à la tête de ce bureau d'études Agir, qui est né en 2020. Hein. On est une dizaine aujourd'hui en France et en territoire insulaire à couvrir une mission qui ne devrait pas exister, je le dis ici de manière extrêmement transparente. Nous sommes des logisticiens de la matière. Nous sommes les AMO, d'une certaine manière, de la logistique de la matière initialement détectée. Pourquoi aujourd'hui les métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage et économie circulaire sont présents? Eh bien, c'est parce que la réalité est extrêmement complexe en matière de synchronisation entre je dois déconstruire, je détecte les produits, les équipements, les matériaux, et je leur offre, et c'est le terme que je souhaite vous partager,
une seconde vie. Une seconde vie qui aujourd'hui s'exerce pratiquement en France dans un cadre de l'élimination ou de l'enfouissement, et que les choses sont en train d'arriver, notamment en matière de reconditionnement. La condition normative et assurantielle pour un maître d'ouvrage, elle est capitale. On ne peut pas aujourd'hui réintroduire des matériaux qui ne peuvent pas répondre aux enjeux assurantiels et normatifs. D'ailleurs, Qualibat en est aussi le garant. La REP PMCB que vous avez ici, j'ai souhaité vous la rappeler parce qu'elle a été la pierre angulaire d'une certaine manière, d'une démarche. Je sais qu'elle est chahutée en ce moment, on est les premières victimes d'une certaine manière de ce chahut, de cette réorganisation, mais elle consiste à quoi? De se dire, dans toutes les opérations que les maîtrises d'ouvrage pourraient lancer, eh bien on vient introduire une notion d'éco-contribution. On peut appeler, certains appellent ça une taxe, moi je vais vraiment parler d'une contribution, puisqu'on vient ponctionner d'une certaine manière à l'achat d'un produit neuf une contribution financière, quels que soient les gisements neufs, et ça va servir à réorganiser une forme de tri. Pourquoi? Faire peser dans le tri sélectif à cette flux qui aujourd'hui est en train d'être revu avec des filières matures et non matures, mais imaginons certains flux comme un bon tri permettant de les envoyer au bon endroit et sous certaines conditions, dès lors qu'il est correctement réalisé, d'avoir une reprise sans frais. Ce que je veux vous partager à travers la REP PMCB et la réglementation environnementale, c'est deux enjeux. Le premier, c'est de se dire que tous les matériaux et les produits neufs qui seront réintégrés, bas carbone, décarbonés, circulaires, pèseront dans les coûts de construction. Et je crois que c'est l'enjeu de la maîtrise d'ouvrage. Oui, on construit et on doit maîtriser les coûts de construction. Pourquoi? Parce qu'on doit maîtriser les prix de vente ou bien les loyers. Mais en même temps, on veut garantir la pérennité de l'ouvrage et aussi sa virtuosité d'une certaine manière lorsqu'on reconstruit. La REP PMCB est introduite en 2023. Elle a aussi introduit le diagnostic PEMD obligatoire. C'est un terme avec un acronyme qui est simple. C'est que tous les produits, les équipements et les matériaux présents ici, par exemple, puisque c'est un bâtiment supérieur à 1000 m², on va devoir identifier, caractériser et organiser sa dépose sélective. Et je remercie encore une fois Qualibat d'avoir fait naître cette qualification professionnelle 1162 qui a structuré la manière dont on va être capable de prescrire la déconstruction sélective. C'est le cas, c'est sur la table avec nos déconstructeurs, nos maîtrises d'œuvre, aujourd'hui pour organiser le gisement et faire ce jeu de la circularité. Le tri, si on peut passer la slide suivante, c'est une chose. L'organisation prescriptive de la déconstruction pour organiser les coûts et processer pour les maîtrises d'ouvrage, faire de ces matériaux une valeur, un gisement, quelle que soit sa destination, soit on déconstruit, soit on rénove. Comment ça marche? Aujourd'hui, on le fait de manière encore artisanale. Encore qu'il y a quelques temps, on le faisait sur des tableaux Excel. Lorsque j'ai choisi de dédier ma vie à l'économie circulaire, ma vie professionnelle en 2021, à la naissance d'Agir et puis de ma structure, on n'avait pas tous ces outils. Et aujourd'hui, on y est ici au BIM World, je vois un tas d'outils sur la table, je suis très heureux, moi le premier. Le premier, c'est de photographier les gisements. Aujourd'hui, nous, on est comme une maîtrise d'œuvre lorsqu'on doit faire un fond de plan et qu'on n'a pas de fond de plan. On doit aller détecter 100% des produits, des équipements et des matériaux à la main et parfois avec des outils. De notre point de vue, la maquette numérique est un enjeu structurel pour le diagnostic PEMD et la dépose sélective soignée. On comprend assez vite que l'outil numérique va nous permettre de scanner, d'organiser, de caractériser la matière et de leur permettre ce jeu de la circularité vers le bon interlocuteur et faire à la fois ce jeu de la reprise sans frais, mais surtout une ressource pour un tiers et une économie pour le maître d'ouvrage lorsqu'il est correctement réalisé. C'est une expérimentation qu'on a conduite ici sur une opération pour un promoteur à Orléans avec TTGE, qui est un géomètre expert, avec lequel on a soumissionné, autre que le relevé terrain, on lui a demandé de créer la maquette numérique du bâtiment existant. C'est un cloître. Aujourd'hui, l'opération va être livrée dans moins d'un an. C'est la rénovation, la réhabilitation, la déconstruction et la reconstruction d'une partie en plein centre d'Orléans. L'ensemble des produits, des équipements et des matériaux ont été caractérisés grâce à une maquette, tracée. Je rappelle quand même que le traçage est un enjeu du CCAG, cahier des clauses administratives générales. Une organisation du gisement est obligatoire pour les maîtrises d'ouvrage puisqu'il en est détenteur, producteur. On le sait tous sur l'amiante et on fait ce jeu de la traçabilité, mais l'ensemble des produits sont aujourd'hui obligatoires. Et cette maquette numérique aujourd'hui qu'on a utilisée nous a montré à quel point on peut fiabiliser la détection, on peut fiabiliser la prescription, on peut fiabiliser la préparation du chantier et on peut surtout fiabiliser la traçabilité de la matière. Oui, je voulais rebondir sur ta remarque qui est pertinente, c'est la question du coût et la question de l'organisation. Le diagnostic que tu évoques sur site, d'une manière pseudo-artisanale,
Ce qu'on pourra prévenir également avec des maquettes BIM et des données qui sont directement accessibles, au final, c'est la maîtrise d'ouvrage qui le paye, que ce soit en diagnostic, en conception, voire tous les travaux qu'on demande aux entreprises, qu'on demande à nos différentes entreprises. Au final, tout ça, ça concourt au coût global de notre opération. D'où l'enjeu, en effet, que la filière se structure sur la question de la logistique, sur la question des performances des différents équipements et matériaux. Donc là, plutôt les fabricants qui ont un rôle à jouer. Cette organisation et cette filière, elle va nécessairement permettre de massifier et donc d'optimiser les coûts. C'est clairement voilà, notre difficulté aujourd'hui, et on souhaite justement que toutes les démarches qui vont dans ce sens, je pense à la question également des référentiels, que ce soit sur les qualifications, que ce soit également sur la donnée et la maquette en tant que telle, puissent aboutir pour bénéficier à l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage. J'en profite pour faire un peu de pub pour ceux qui suivent Séquence et l'USH sur les réseaux. On a lancé une consultation ouverte sur une première proposition de cartographie des données. La question d'avoir un langage commun entre les différentes parties prenantes d'une opération est primordiale. La maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, maîtrise d'œuvre, les promoteurs, et d'ailleurs la fédération des promoteurs participe à ce partenariat avec Séquence, est primordial. Si on parle le même langage demain, on sera plus efficient. Ça va répondre à la qualité et la performance effectivement des différentes démarches, mais surtout maîtriser cet enjeu du coût qui est primordial pour la maîtrise d'ouvrage et toutes les autres parties prenantes. C'est ça, effectivement. Adrien, moi ma pierre angulaire de toutes les démarches initiales, en 2017, j'étais maître d'ouvrage. Elle n'a été que de cesse de maîtriser mes coûts. 63% d'un bilan financier d'un promoteur repose sur le coût. En réhabilitation, rénovation lourde, on va jouer sur des variables, mais globalement, on est sur cela. Ce qui pèse le bas de bilan, c'est l'ingénierie concourante, ça va être les moyens, les ressources. Finalement, la caractérisation d'un process est un coût qui est aujourd'hui de plus en plus important. Je le rappelais en marge de cette table ronde à Gérard, que effectivement, le coût de l'ingénierie concourante peut évoluer. Effectivement, le coût d'un AMO, c'est un coût. Nous, l'enjeu, il va être, on le sait, de peser sur les comptes interentreprises, les comptes prorata, la manière dont on va caractériser, qu'on va sécuriser avec l'entreprise de déconstruction sélective, avec la maîtrise d'œuvre, puisqu'on le sait aussi que tous travaux non prescrits ou bien non encadrés font l'objet de travaux supplémentaires. C'est l'objectif, que le PEMD serve évidemment d'un outil à la maîtrise d'œuvre, d'exécution, et depuis une maquette numérique éventuellement, pour aussi corréler les exigences de traçabilité que le maître d'ouvrage pourrait répondre en matière de contrôle. Et l'objectif, c'est aussi et surtout de faire que ces ressources soient revalorisées. Ça, c'est la virtuosité. Je crois qu'il y a un accord aujourd'hui en France, en Europe et partout dans le monde sur les enjeux environnementaux, mais surtout effectivement aussi de reprendre des coûts marginaux qui aujourd'hui, un déchet va en DIB. Donc le déchet industriel banal coûte très cher à la tonne. L'objectif, c'est de se dire, voilà, ça peut être une ressource, s'il est correctement trié, chacun sera finalement assez heureux. Et l'outil numérique, on n'est plus en 1972 à l'époque du Club de Rome et l'émergence de l'économie circulaire. On a les outils numériques aujourd'hui, les digitaux, l'intelligence artificielle également, qui est sur la table pour organiser finalement cette détection des produits et des équipements, pouvant servir à structurer les filières de reconditionnement. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Et après, je te laisserai, Gérard, dire un mot. Les filières de reconditionnement, c'est aujourd'hui la pierre angulaire, je le dis aussi, de la maîtrise des coûts de construction. On va avoir, dans les quelques années qui arrivent devant nous, en 2028 et en 2031, 70% de produits neufs bas carbone et décarbonés. Les industriels font un travail remarquable en la matière, toutes filières confondues. Moi, je ne ferai pas de remarques sur ce sujet. Et également du biosourcé, du géosourcé. Il y en a encore des exemples ici. L'exotisme parfois, mais aussi les produits de reconditionnement. Pourquoi ? Parce qu'un produit reconditionné, c'est comme nos téléphones portables. On doit garantir ses conditions assurantielles et ses conditions normatives parce que le maître d'ouvrage, encore une fois, est contrôlé sur cet ouvrage, notamment vis-à-vis du code de l'habitat, mais pas que, en matière de durabilité et vis-à-vis du bureau de contrôle. Donc ce jeu de la circularité d'un gisement vers un point au bon endroit à bon prix fera ce jeu des filières de reconditionnement en train de se structurer, professionnaliser, j'y reviendrai, et les matériaux neufs en agrégation, et de se poser la question s'il faut effectivement déconstruire ou rénover. Alors ce qui est intéressant, c'est que
vous avez abordé les sujets où c'est pas où on construit, où on déconstruit et on démolit. Et puis, non, c'est souvent plus fin. On a une partie qu'on va garder, une partie qu'on va surélever, où on va agrandir et rénover le reste. Mais dans cette approche-là, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur... Moi, je suis architecte, hein, et il y a des choses à faire aussi sur l'existant, d'accord? On a les gisements, on a la mine, etc. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on construit et sur ce qu'on rénove, il faut penser à la fin de vie. Comment vous intervenez sur la démontabilité future de ce bâtiment pour chaque acteur et chaque corps d'État? Alors, sur la fin de vie, effectivement, d'un produit, nous, il nous manquait, c'est pas pour refaire, évidemment, la pub d'une certaine manière à la qualification que vous avez mis en place, mais aujourd'hui, on s'est posé souvent la question, effectivement, de savoir comment on devait prescrire la dépose sélective soignée. Très souvent, pour être très direct, un bâtiment que vous avez supérieur à 1000 mètres ou même en dessous, on vient curer le bâtiment. Ça veut dire qu'on va enlever les éléments en bois, les éléments en métal, on vient enlever les menuiseries extérieures et puis on va après faire une benne d'une certaine manière, d'un peu du tout venant. Et le gravat, on va le reprendre, on va le cribler, on va en faire de la sous-couche routière. Très peu sont utilisés encore pour des conditions de normalisation en granulat recyclé permettant de réintroduire dans des bétons. C'est le début de mon expérimentation, tu le sais mon cher Gérard, dans des bétons structurels qui existent aujourd'hui, hein, on peut le faire. Et donc aujourd'hui, la structuration de la prescription de la dépose sélective soignée a été un enjeu capital pour nous, permettant d'encadrer pour des déconstructeurs, pour des rénovateurs également, la manière dont on devait appréhender le bâtiment au moment de l'obtention de son permis de construire valant démolition, ou juste du permis de construire pour rénover. Je rejoins ce qui a été indiqué. De notre côté, je l'ai dit, c'est la question de la standardisation en fait, et de la normalisation. C'est-à-dire que nous, en tant qu'acheteurs, effectivement, on a le coût et c'est nous qui définissons le résultat qui est attendu dans le cadre de travaux. Il faut qu'on ait des référentiels, après, pour les intégrer dans nos marchés comme des exigences. C'est la question de langage dont je parlais tout à l'heure. Si la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et les entreprises ne parlent pas le même langage, on ne va pas y arriver. Au-delà de ça, et je sais qu'il y a des démarches qui sont initiées en cours sur le sujet, c'est pouvoir objectiver la capacité d'un équipement ou d'un ouvrage à pouvoir être réutilisé. Donc pour faire un peu le parallèle avec les fiches FDES sur la question du carbone, il faut demain qu'on puisse disposer dans nos outils, dans nos SI, dans nos maquettes numériques, de cette capacité de tel ou tel équipement à pouvoir être réutilisé. En effet, en prenant en compte les enjeux de durabilité, de performance vis-à-vis de nos locataires. Et effectivement, nous, en tant que propriétaires exploitants, on a des obligations de sécurité. Et du coup, on ne peut pas se permettre de réutiliser, de faire des paris en fait, sur la performance de certains équipements. Et donc, nécessairement, il faut que cet équipement puisse être requalifié, être validé pour une utilisation. Qu'on soit certains, nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, qui concourent, qui respectent bien sa mission de sécurité, de performance pour nos locataires. Alors, pour répondre à cette demande de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, puisque j'intègre Fabio dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on s'est dit, les entreprises, il faut qu'elles puissent répondre à ces demandes-là. Donc, on a eu deux actions. D'une part, on a dit, les entreprises, il faut qu'elles sachent lire une maquette numérique. Donc, on a sorti une mention BIM. Une mention, ce n'est pas une qualification, c'est quelque chose qui est adossé à une qualification, un métier, une qualification. Je suis plombier, maçon, etc. Et d'autre part, on adosse une mention. Alors, on a fait deux catégories pour avoir une mention BIM. Une première catégorie pour ceux qui savent lire dans une visionneuse une maquette numérique, et qui puissent en extraire les informations pour établir leur devis, pour établir leur plan de plomberie ou d'électricité et autres. Donc ça, c'est cette première catégorie. Et une deuxième catégorie, parce qu'il y en a qui utilisent la maquette numérique depuis bien longtemps, et qui utilisent tout au moins l'informatique et la modélisation, sont ceux qui sont capables de modéliser.
et de concevoir. Je pense aux charpentiers métalliques, charpentiers bois, génie climatique. Ça fait longtemps qu'ils utilisent le numérique. Donc là, on a fait cette première partie-là pour que on puisse dire, voilà, il y a une chaîne de valeur entre la maîtrise d'ouvrage qui veut avoir une vision de son patrimoine et de le numériser. On a une maîtrise d'œuvre qui s'est appropriée la maquette numérique et qui modélise. Et puis, il fallait ensuite que la chaîne de valeur qui va réaliser puisse aussi être en continuité. Et ensuite, on s'est aussi posé la question, par ailleurs, de dire aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un sujet qui va apparaître. Ça, on s'est posé la question il y a 3 ans, et même 4 ans aujourd'hui. Et on s'est dit il va falloir élaborer une qualification des constructions sélectives. Et qu'on a adossé l'économie circulaire. Donc on a mis du temps à le faire parce que à Qualibat, on concerte avec l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et puis entreprise pour élaborer les référentiels. Voilà, parce nos qualifications, on les élabore de cette manière-là. Et donc on a mis 4 ans à la sortir. Donc la déconstruction sélective et puis la mention BIM, elle est sortie à Batimat il y a 2 ans. Voilà. Et on a bien, et pour ça qu'on a fait notre atelier aujourd'hui, c'est que le BIM, c'est un usage qui est nécessaire pour justement avoir élaboré toute l'économie circulaire d'un bâtiment. Et donc, on a la qualification 1162. D'ailleurs, de manière assez surprenante, au départ, on avait comme ciblage les entreprises de curage et de démolition. Et puis on s'est aperçu que les entreprises de désamiantage ont demandé à avoir cette qualification. Et après j'ai dit, mais c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça, parce qu'ils sont là très en amont dans les opérations. Ils savent justement travailler sur un bâtiment, le nettoyer. Ils ont une tradition aussi obligatoire d'ailleurs sur la traçabilité. À Qualibat, on qualifie les entreprises de désamiantage, la qualification 1552. Et donc, c'est tout naturellement que cette catégorie d'entreprises est venue demander cette qualification. Et puis, vous avez répondu de manière détournée à ma question, tous les deux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que quand on construit ou qu'on réhabilite, dans 50 ans, 100 ans, il va falloir le faire évoluer, ce bâtiment. Comment on conçoit aujourd'hui un bâtiment pour qu'il soit démontable? Avant, les architectes, on ne pensait pas à la démolition. On est tellement au-dessus de tout et qu'on ne pense qu'à l'éternité de notre œuvre. Eh bien, on ne pense pas à la démolition, évidemment. Mais là, maintenant, ça change. C'est-à-dire qu'il faut concevoir un bâtiment pour qu'il soit démontable, récupérable et tout. Ça, c'est une première question. Deuxième question, et vous allez répondre tous les deux, c'est quelle est la traçabilité de la donnée? On s'est posé la question, parce que le BIM c'est bien, mais dans 30 ans, est-ce qu'on va pouvoir lire nos maquettes numériques? Quand on va avoir des poutres comme ça, quelle information on a? Je pense que le papier, il va encore avoir une bonne vie future. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments qu'il faut intégrer dès maintenant, dès la conception. Et c'est pour ça que j'ai parlé de démontabilité alors toi, tu as répondu sur le bâtiment, il peut servir à un autre usage, qui est effectivement l'échelle bâtiment, ça peut servir à autre chose et le concevoir dès le début. Par contre, tous les éléments qui constituent un ouvrage, il va falloir avoir des notions, cet acier-là, sa résistance, etc. Comment vous voyez l'avenir? Je te laisserai compléter. Je pense que tout le premier aspect sur la question de la démontabilité, on est sur des notions qui touchent à la conception. Et du coup, nous, en tant que maître d'ouvrage, on est non sachant et on s'appuie sur les experts du sujet. La question de la pérennité, de la fiabilité de la donnée, effectivement, elle est primordiale pour nous. On se l'est posée. C'est pour ça qu'on a une approche globale du sujet. On articule notre gestion autour ce qu'on appelle la continuité numérique. Donc l'idée, c'est qu'en données d'entrée, on ait la maquette BIM, que ce soit au travers du neuf, de la réhabilitation.
On parlera également de l'existant, parce que nous, on a un parc en grande partie qui date d'avant que ces différents outils, notamment le BIM, existent. Et du coup, c'est un sujet pour nous aujourd'hui. Mais pour en revenir à la continuité, cette maquette comme source des données, qui s'articule avec une interface de système d'information, qui, in fine, se retrouve dans nos outils de gestion technique, SIGTP et autres, qui est notre outil du quotidien, que ce soit pour nos équipes, nous, de proximité, donc tous les gardiens et les personnes qui sont au contact des locataires et des entreprises pour les petits travaux. Également nos opérationnels, les pilotes d'opérations de réhabilitation, également qui utilisent ces données. Et la continuité se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on a organisé notre cible pour que l'information elle soit descendante depuis la maquette, mais également ascendante. L'objectif demain, c'est que les modifications qu'on effectue, le remplacement d'un équipement, on intervient uniquement sur un corps d'état dans le cadre de travaux programmés ou dans le cadre de marchés d'exploitation, donc là c'est extrêmement localisé, et bien que cette information elle remonte dans cet écosystème de systèmes d'information pour la tenir à jour. Et donc voilà pourquoi on a effectivement cette approche globale. On ne souhaite pas revenir au plan papier dans 20 ans. Et nous, en tant que bailleur social, on va dire que la construction n'est pas une fin en soi. En fait, notre vocation, c'est de loger, c'est pas de construire. Et loger, c'est voilà, une mission qui nous oblige et qui s'inscrit dans la durée. Donc la question de la fiabilité des données est importante et on l'a bien entendu intégrée dans notre dispositif. Alors pour la démontabilité, je pense que je vais laisser l'expert s'exprimer. Alors je te rassure, on fait aussi pas que la démontabilité, mais aussi la prescription neuve. Pour répondre assez directement à la question, moi depuis 2012, je modélise à titre de concepteur et dans le cadre de l'économie circulaire, qui n'est pas le réemploi, hein, je le spécifie quand même. L'économie circulaire, pour certains, pensent que c'est le réemploi et le WC qu'on vient remplacer d'un à un autre. Bon, l'économie circulaire, c'est les 7 piliers de l'ADEME qui commencent d'abord par l'approvisionnement durable et l'éco-conception. Donc pour répondre à la question assez directe, la maquette numérique est le meilleur des outils aujourd'hui de conception. De mon point de vue, pour 3 usages extrêmement clairs. La première, c'est l'approche économique en phase de capacité et de programmation. Faire des scénarios économiques, carbone et d'usage dans un bilan financier de programmation pour l'aide à la décision et les arbitrages, avec ou sans déconstruction, avec ou sans rénovation, avec ou sans gisement. C'est un outil merveilleux, puisqu'aujourd'hui on est capable de modéliser les terrains au niveau général de France pour implanter ou bien scanner. On est capable assez rapidement d'organiser avec une maîtrise d'œuvre finalement la modélisation que l'on rencontre à 90% aujourd'hui sur les opérations. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un tout petit cran supplémentaire pour mettre un peu plus de propriété. Deuxième usage, l'instruction des permis de construire. L'instruction des permis de construire. J'en ai été intimement convaincu il y a quelques années, je le suis encore plus aujourd'hui, l'accélération des délais d'instruction de nos permis. La maquette numérique aujourd'hui, on comprend assez vite avec l'ensemble des outils qui existent sur la table et l'intelligence artificielle depuis ces 3 dernières années, qu'entre un environnement réglementaire d'un PLU, d'un PLUI, d'un SCOT, d'un NPNRU, parfois même d'autres exigences, on vient drag and dropper une maquette correctement réalisée dans des usages sobres. On va être capable d'aider l'instructeur sur les emprises, sur les débits, sur les pleines terres, sur la défense incendie, sur la réglementation handicapée. Accélérer ce dépôt, fiabiliser la signature de l'élu qui, elle ou lui, prendra la décision d'être en recours avec les voisins, très certainement. Deuxième grand usage, dans le même investissement. Troisième grand usage, qui est interfacé avec le chantier, c'est la synthèse. Il n'y a pas meilleur outil, y compris sur les bâtiments existants, il n'y a pas meilleur outil aujourd'hui pour créer les synthèses, éviter le marteau-piqueur, les travaux supplémentaires, les 3 à 4% d'aléas qu'on peut rajouter dans le bas. Et finalement, là où on ne peut pas le réinvestir dans de l'ingénierie concourante, pour investir dans un bout de maquette, dans un niveau de maquette, dans une qualification de dépose, si à un moment donné on n'a pas un petit peu de gisement présent, pour faire le jeu de la circularité, pour acheter des meilleurs produits finalement disponibles sur étagère par les industriels, revoir nos process. Et puis évidemment, dernier grand usage qui est imbriqué à celui-ci et qui est le chapeau de tout ce que j'évoque précédemment, c'est l'exploitation et la maintenance. Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, à terme, lorsqu'on livre l'opération, on a les DOE. Depuis des années, j'étais pas né.
on a demain les outils de traçabilité de la matière. Mais on a surtout, et aussi, moi j'ai démarré en pensant qu'on faisait de la maquette pour changer la VMC. J'ai très vite compris qu'on pourrait le faire, mais que le début était celui de la synthèse. Et de livrer un bâtiment correct à ses collègues, qui vont les maintenir, qui vont les exploiter, qui vont les gérer d'une certaine manière économiquement. Et pour les usagers qui, eux, vont y vivre, j'étais le premier à y vivre dans un logement social, donc j'ai aucun problème à en parler. Et puis certainement, de laisser pour nos prochaines générations, et puis nos collègues d'après, lorsqu'on part, un outil de fiabilité de la donnée présente, une carte d'identité matériotique, une capacité à rénover, réhabiliter très certainement, parfois en cas de sinistre, et puis de laisser de la donnée non plus au rang des minutes chez le notaire, en papier qu'on ne retrouvera pas, mais dans un même format universel. On connaît celui de l'IFC, c'est le cas. L'enjeu de l'économie circulaire, c'est une synchronisation également de ce même principe avec le même langage. Et voilà pourquoi aujourd'hui la maquette numérique, y compris depuis un bâtiment existant, est essentielle dans une démarche de maîtrise d'ouvrage, en réinventant finalement nos process, en se mettant en humilité programmatique, mais avec une rigueur extrêmement importante pour servir finalement celui qui nous fait confiance et qui achète ou qui loue. Effectivement, comme je le disais, voilà, notre vocation, nous, c'est de loger. Et donc, la finalité de ces données, de ces outils, c'est de servir justement à l'exploitation, maintenance de notre parc. Nous, notre approche d'exploitation, elle ne peut se faire que sur les bâtiments récents, donc, qui par ailleurs sont plutôt neufs, donc avec des équipements qui par nature fonctionnent les premières années correctement. Nous, on doit avoir une approche globale. Donc se pose la question de comment disposer du même niveau d'information sur l'ensemble de notre parc. On construit 4000 logements par an, mais on a 100 000 globalement de logements dans le stock. 1700 résidences qui sont aujourd'hui pas numérisées. Et donc ça rejoint ce que je disais sur la question de la normalisation. Nous, si on lance des démarches pour disposer de ces données-là sur notre parc existant, donc de numérisation par le biais d'un diagnostic ou quels que soient les outils pour atterrir au même niveau de résultat que sur le neuf, ça nous coûte. Et ça nous coûte beaucoup parce qu'on a un parc qui est très important. Donc on ne peut pas se permettre de se tromper. C'est pour ça qu'on attend à ce que l'ensemble des référentiels se stabilisent, techniques, que l'ensemble de la filière aussi se structure à tous les niveaux pour qu'on puisse avoir un investissement qui soit pérenne, définitif et qu'on ait directement l'ensemble des informations nécessaires pour la gestion maintenance et nous permettre également la question du réemploi et de l'économie circulaire de manière générale. Qualibat, à ce niveau-là, on a structuré la filière au moins de la réalisation avec notre qualification 62. Est-ce que vous vous engagez dans vos CCTP à prescrire justement des entreprises qualifiées en 62, éventuellement avec la mention BIM? On pourrait prendre ces engagements-là. Et j'ai une autre question à vous poser sur les perspectives lointaines un peu plus. On voit un certain nombre d'acteurs, je pense à Philips par exemple, qui ne vendent plus des luminaires, ils vendent du confort visuel. Il reste propriétaire de son produit et il vend la qualité du confort visuel. C'est intéressant parce que ça lui a modifié sa façon de concevoir son produit. Il ne vend plus du chiffre d'affaires. Il doit réfléchir à l'évolution possible. Je pourrais aussi penser, j'achète une façade. Je ne suis pas propriétaire de la façade. Par contre, je vais demander un certain nombre de fonctions à la façade sur sa possibilité d'évoluer, de passer d'une façade de bureau à une façade de logement, de pouvoir évoluer dans le temps sur sa performance, etc. Voilà les perspectives qu'on pourrait avoir. Alors pour cette fois-ci, je démarre et je te laisserai conclure, du coup. Premier niveau de réponse, c'est que si je n'étais pas engagé dans l'ensemble des cahiers des clauses administratives particulières et des CCTP en matière de déconstruction sur l'inscription de la 1162, connaissant mon tempérament, je ne serais pas présent, mon cher Gérard. Tout à fait, je ne serais pas là. Donc ça, c'est déjà le cas, c'est standardisé quand on fait appel à agir. Aujourd'hui, en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de diagnostic PEMD, la qualif 1162 est un prérequis.
elle est un prérequis parce qu'on l'a souhaité. Et je me souviens, mon cher Gérard, en 2023, je te remercie de l'avoir inscrit comme une priorité parce que les déconstructeurs, d'une certaine manière, avaient envie. Mais il fallait aussi, comme l'a rappelé Adrien, de toute façon, dans n'importe quel process, il faut normaliser, standardiser. Donc la 1162, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on est présent, on s'engage, on est également auditeur et on sera vigilant sur les opérations pour lesquelles on aura l'occasion d'aller vérifier les conditions d'exécution. Premier point. Deuxième point, je suis intimement convaincu qu'il y a l'agrégation de produits hors site et l'usage du produit. Pourquoi on prescrit finalement un produit ou un ensemble de produits, pour quelle nature, à quoi ça sert et à quel coût. Ça, c'est l'art de concevoir. L'art de concevoir, c'est des choses qui effectivement sont sur la table, beaucoup de chapelles, beaucoup de maisons. Le Coubati, par exemple, cher Philippe qui est ici présent, il travaille également. On se pose la question, pourquoi on utilise les matériaux, pourquoi on utilise et quelle pourrait être sa destination. Le démembrement, comme tu as évoqué, d'une partie de l'ouvrage, c'est des sujets, la capacité à livrer une opération peut-être avec peut-être moins d'ouvrage, laisser la main à un maître d'ouvrage pour dégonfler finalement la capacité à investir pour sa résidence principale. Voilà, tout ça est sur la table, les choses changent et je te laisse Adrien conclure. 1 minute. On a deux sujets intéressants. Alors peut-être une réponse de Normand sur un des éléments, la question du cahier des charges. Alors nous, on est maître d'ouvrage, donc en fait, on n'a pas la compétence et appréhender l'ensemble des dispositifs. Ce qu'on sait, nous, c'est que des référentiels, ça va dans le bon sens, ça accompagne une démarche et in fine, ça nous est positif. Moi, l'engagement que je peux prendre, parce qu'on impose ce type de qualification dans certaines opérations, c'est qu'on exigera dans nos contrats, parce qu'il faut obliger l'ensemble des parties prenantes, en fait, toutes les qualifications qui vont dans le bon sens, qui ont une valeur ajoutée et qui ont un coût qui est équilibré par rapport à la valeur ajoutée. Et ça, c'est nous, notre rôle de maîtrise d'ouvrage, et c'est l'engagement qu'on peut prendre. L'autre question que tu avais, Gérard, sur la question, on va dire, de la performance et de l'obligation de résultat. Je pense qu'en effet, il faut qu'on se projette sur la durée avec l'ensemble des parties prenantes. Nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. La question de l'éclairage qui est rendu, la question de la performance thermique, par exemple. Bon, après, les modalités, ça peut être dévolu à un autre opérateur. Nous, on n'a pas vocation à assurer cette performance. Pour l'énergie, notamment, on lance des marchés globaux de performance qui sont un peu dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire la question de la responsabilisation du concepteur, constructeur, exploitant dans le résultat final, la performance énergétique et in fine le coût que vont payer nos locataires et qu'on va payer pour avoir le niveau de température qui est exigé. Merci. On a débordé de 2 minutes. Voilà. Et vous pourrez prendre contact. Le stand Qualibat est au D90. Voilà. Merci. Merci à vous.